Le truc qui ruine la productivité des gens, c'est pas qu'ils taffent pas assez souvent, c'est juste qu'ils taffent pas sur les bonnes choses. Non, alors moi je suis pas trop dans ce bail de C'est vrai diversification des sources de revenus. Ah, vous allez être terrible. Je veux que mon fils il aille à Harvard. Aujourd'hui, on reçoit Théo Léon. On va parler de son rapport à la productivité et comment il s'organise sur sa route vers les 10 millions de chiffre d'affaires. Bon bah Théo, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir donné un vélo beaucoup trop grand. Je voulais parler sur cette émission, c'est le Tour de France des CEO. Et je voulais parler avec des entrepreneurs, des athlètes et des artistes sur la performance, le mindset. Et j'ai l'impression que toi, tu es un mec hyper processé. Et souvent, c'est ce que les artistes et les athlètes envient aux entrepreneurs, c'est leur organisation. Et tu as les entrepreneurs qui envient les artistes sur leur créativité, tu vois. Et du coup, j'aimerais bien créer comme ça des rencontres sur ces univers différents, quoi. Bah, c'est une bête d'idée, hein. Surtout que je sais pas, je trouve que les entrepreneurs ont beaucoup à apprendre des sportifs. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien dans le sport, c'est que c'est un peu plus simple dans la variable d'optimisation, tu vois. Genre, l'entrepreneuriat, c'est assez compliqué, tu vois, de voir la ligne d'arrivée, en fait. Ouais. Ces trucs-là. Et donc, tu vois, les sportifs s'entraînent pour. T'es footballeur, tu veux gagner la Coupe du Monde, tu veux gagner la Coupe d'Europe, si tu veux faire du 100 mètres. Et donc c'est assez simple de savoir est-ce que je fais un meilleur temps, est-ce que je fais pas un meilleur temps. En entrepreneuriat, parfois tu peux être un peu du père. Est-ce que le CA ou les objectifs commerciaux, du coup, c'est pas... Mais ça même, en fait, tu vois, sur le court terme, parfois, tu vas me dire c'est peut-être pareil en sport, hein. Mais sur le court terme, en fait, tu peux faire plein de trucs trop stylés qui n'ont aucun impact sur ton CA. Et quand même, tu progresses. C'est quoi ton rapport à la performance? Parce que avec Kudak, tu es souvent dans la performance, des ads, avec, je pense, tes équipes, avec tes objectifs, etc. Comment tu vis ce truc-là? Je m'en suis. En fait, c'est assez paradoxal parce que je juge ma boîte quand même selon ses performances, évidemment, tu vois, sur le CA, Ouais. les gens, la satisfaction des clients. Ouais. Mais à la fois, dans le quotidien, je m'en branle un peu en fait. Ok. Parce que, en fait, tu comprends rapidement, je trouve, quand tu montes une boîte, que finalement ton CA, ta marge, tout le bordel, c'est qu'une conséquence d'avoir bien servi un client. Et souvent, tu te rends compte que c'est assez compliqué à mesurer en fait la performance du. Comment tu sers un client. Tout le monde fait des NPS à tous les râteliers là. Ouais, C'est toi qui disais que tu crois plus au NPS. J'ai vu quelqu'un. Non, c'est pas moi, parce que j'en fais quand même un peu des NPS. J'ai vu quelqu'un qui disait que c'était de la merde, le NPS. Mais c'est qu'en fait, à bout d'un moment, en fait, le NPS, c'est juste un proxy entre. Tu sais si ton client il est content ou pas. Ouais. Et il y a plein de choses qui ne sont pas quantifiables. Et en fait, le problème de la performance, ce que je te dis, ce que je veux dire, c'est que en t'enfermant dans des métriques, tu perds la partie humaine. Et quand tu as un business d'agence comme Kodak, c'est de l'humain, tu vois. C'est beaucoup plus facile d'avoir une boîte qui sert ses clients et qui grossit quand tu es foncièrement passionné par un truc de ton business, pas partout. Et il y a un truc qui fait que tu restes là tout le temps, tu vois. C'est quoi que t'es passionné par quoi, du coup? Moi, c'est... Parce que je cherche dans ma tête, je me dis, est-ce que ça va m'aider peut-être à trouver une réponse? Ce qui me passionne, c'est la liberté, honnêtement. Okay. Et quand je vois un lien direct entre le fait que ma boîte grossisse et le nombre de trucs que je peux me permettre de faire, parce que c'est une partie de la liberté, c'est les trucs que tu peux faire, et bah c'est une drogue en fait. Et donc en fait, je gagne aussi beaucoup cette liberté via le média, tu sais, de partager beaucoup de contenu, etc. Ouais, grave. Ça me permet de pas être dépendant des gens, d'être mon propre levier d'acquisition. Si jamais il y a une dinguerie qui se dit sur moi, je peux me défendre un public parce que j'ai mon média. Ah ouais, c'est ouf. Donc je prends beaucoup de plaisir à ce truc-là. Ça me permet aussi, tu vois, on a toujours fermé les partenariats à la chaîne YouTube. Et on les a ouverts il n'y a pas longtemps. D'accord. Parce qu'on voulait financer des plus gros formats et on s'est dit, bah, attends, il y a des gens qui veulent nous donner de la thune. Okay. On utilise le service. T'avais peur que ça t'enferme peut-être et que ça te... En fait, moi, je veux surtout pas être un influenceur. Ma peur bleue, c'est terminer, genre soit entrepreneur de LinkedIn, entrepreneur de YouTube. Ça, c'est horrible. Et donc, du coup, on a ouvert les partenariats et je sais plus pourquoi je te parle de ça. Je voulais dire quoi sur la liberté? Sur la liberté, sur le kiff. Parce que la première étape de la liberté, là, la création, c'est ton kiff, quoi. Ouais, c'est gagner sa croûte, tu vois. Être capable de se dire, je peux gagner ma croûte quand je veux. Donc là, je sais que je peux facturer, enfin, je peux vivre comme un roi. Quand tu dis gagner sa croûte, c'est multiplier les sources de revenus? Non, alors moi, je suis pas trop dans ce bail de diversification des sources de revenus. Faut être très focus, en fait, si tu veux. Si tu veux faire un truc stylé. Mais par contre, je vois que le média qu'on a construit en 3 ans, là, 2 ans et demi, ça a de la valeur, ça me permettra de vivre potentiellement toute ma vie avec la communauté que j'ai créée. Continuer à produire du contenu de façon hyper rentable. Donc ça me rend hyper serein, tu vois. Dans l'aventure Kudak, parce que j'ai une boîte rentable.
Si jamais ça se foire, bah, j'ai toujours ma chaîne YouTube où je peux vivre avec des partenariats à vie. C'est loin. Donc en fait, je suis assez chill. Quoi. Mais attends, parce que tu dis, t'es pas dans ce truc de source de... Mais quand tu parles beaucoup de flywheel, et tu as expliqué là récemment la flywheel justement de Kudak et du groupe, du coup, et que tu aimerais à l'avenir communiquer comme un groupe plutôt que juste une entreprise, et c'est hyper ambitieux. Et du coup, est-ce que c'est pas cette stratégie de multiplication de sources de revenus qui fait que ça grossit Kudak et Ouais, alors c'est une bonne question. Parce qu'en fait, ce qu'on fait avec la diversification, bah, pour rappeler, du coup, on a une agence et en fait, on va diversifier les expertises avec un nom différent à chaque fois pour aller choper des nouveaux clients et faire grossir globalement le panier moyen en fait, de nos clients. Ouais. Qui nous ont fait confiance une fois et qui sont prêts à nous refaire confiance sur d'autres activités. Et le truc qui est stylé avec ça, c'est que c'est pas un défocus en fait. Moi je continue à faire la même chose, je continue à faire du média, juste je rentabilise mieux mon média. C'est-à-dire que tu as plein de gens qui me suivent, ils veulent pas d'agence ads. Mais par contre ils ont un business qui a besoin de SEO. Donc dans ce cas-là, moi je vais aller chercher un mec qui est brutal en SEO, je vais lui dire je t'apporte ma marque, mes clients, mes process. Et toi par contre il faut que tu fasses du bon SEO. Parce qu'au final, moi ce que je comprends c'est que c'est comme si tu étais revenu sur ton why, pourquoi on fait ça? Et c'est pour optimiser les boîtes dans tous les cas, peu importe ce qu'on fait, on arrive au même résultat, que ça soit avec du SEO, du média, de l'ADS, c'est un peu ça la vision? Alors pas forcément. Le truc, c'est qu'en fait je sais que pour devenir très très riche, j'aurais mieux fait de pas diversifier. Tout le monde te le dit, le focus, c'est vrai. Si j'avais mis tous les efforts que j'ai mis là sur juste faire une putain d'agence ads, on serait beaucoup plus gros. Mais ça optimise pas le kiff, c'est ça qui est lourd. En fait, je vois un peu les agences qui sont plus lentes que moi, j'ai pas trop envie de terminer comme ça. Après c'est très processisé, tu réponds à des appels d'offres, tu dois baisser ton froc quand un client n'est pas content, j'y arriverai peut-être un jour, hein, ça sera malheureux. Mais... Et donc du coup en fait je diversifie les offres en me disant écoute je peux avoir, au lieu d'avoir une boîte qui fait 10 millions, je peux avoir 5 boîtes qui font 2 millions. Le truc qui ruine la productivité des gens, c'est pas qu'ils taffent pas assez souvent, c'est juste qu'ils taffent pas sur les bonnes choses. Et pour ça, il faut être sûr que ce que tu fais à la journée te permette d'aller vers ton objectif hebdomadaire et que ton objectif hebdomadaire te permette d'aller vers ton objectif trimestriel. Et ainsi de suite, tu vois, que ça te permet d'aller et tu peux remonter jusqu'à ton objectif de vie. D'ailleurs, je viens de voir ta vidéo là sur HEC, qui est ouf. C'est gentil. Moi, avec ma femme, on veut que notre fils il aille à Harvard. Ah, vous allez être terrible. Je veux que mon fils il aille à Harvard. Il va être malheureux, putain. Mais il est à fond. Hein. Toi, comment c'était un plan? Enfin, HEC, je sais que tu en as déjà pas mal parlé, mais petite parenthèse. C'était quelque chose qui est venu au fur et à mesure ou dès l'enfance, tes parents ils t'en ont parlé, etc. Non, en fait, mes parents m'ont pas parlé d'HEC. Ils ont tous les deux fait des écoles de commerce. Donc ma mère a fait l'EDEC et mon père a fait Schema, qui s'appelait pas comme ça à l'époque. Donc je voyais un petit peu à quoi ça ressemblait. Et moi j'ai capté que je voulais vraiment en faire une quand j'ai fait le stage de 3e, le truc tout con, tu sais, que ça sert à personne dans l'orientation professionnelle, moi ça m'a servi. Donc j'ai bossé chez TF1 pendant une semaine. Et à la base je suis quand même un peu tombé amoureux de l'open space, tu vois, le truc que je déteste aujourd'hui mais que j'avais bien kiffé à l'époque. Et je suis allé naïvement vers le truc un peu classique que tous les gens un peu similaires à moi dans mon lycée, enfin dans mon collège, etc. tu vois, avaient tendance à faire, c'était faire une prépa, faire une école. Vu que tu étais quand même dans un bon établissement, moi j'ai fait mes études à Versailles. Il y a des bons trucs. Donc je suis allé par là naturellement et puis ensuite rapidement j'ai pas mal aimé la façon dont c'était fait parce que j'étais pas excellent au lycée mais en prépa j'ai trouvé mon truc. J'ai bien aimé, bah, tu vois, on parlait de ce truc au démarrage, de bosser pour un seul objectif. En prépa c'est super simple, tu vois. C'est comme si tu as ta coupe du monde à la fin des 2 ans. Et finalement tu sais, tu regardes tes progrès dans les matières, tu connais les coefs, tu sais où tu dois taffer, tu peux gérer tes trucs. Et j'ai bien pris goût au truc. Et tu penses que c'est ça la clé quoi, au final, c'est de réussir à avoir les bons KPI. En fait, c'est là où tu performes. Ouais, bah en fait, c'est que des trucs de clarté. Tu vois, je suis en train de relire, là, je suis dans la 4e lecture de Atomic Habits. Tu connais peut-être? Ouais, j'ai kiffé. Il t'explique que les gens, souvent, en fait, la raison pour laquelle ils ont un peu de mal avec leurs objectifs, c'est pas qu'ils manquent de motivation, c'est qu'ils manquent de clarté, tu vois. Tu dis que tu veux être quelqu'un qui fait plus de sport, être plus sportif, mais par exemple, tu prévois pas tes séances de sport chaque semaine, tu sais pas à quelle heure tu vas les faire, tu sais pas comment tu vas bouffer, etc. Et en fait, cet exercice-là, les gens sont un peu réticents à le faire, parce que tu as souvent l'impression de devenir un robot, alors qu'en fait non, tu gagnes de la liberté, tu vois, comme ça. En cadrant dès le démarrage, donc là ce que j'essaie de faire, c'est pareil pour mes séances de sport, je les cadre, je sais à la veille de chaque jour ce que je vais faire le lendemain à l'heure précise. Et je sais aussi à quel moment je ne vais pas prévoir mes journées. C'est important aussi de connaître quand est-ce que tu ne respectes pas tes trucs. Du coup, c'est hyper intéressant parce que le sport, toi, qu'est-ce que ça
tu vois, dans ton objectif à long terme, cette petite dose de sport, qu'est-ce qu'elle t'apporte justement? Est-ce qu'elle joue un rôle hyper important, tu vois, dans ta performance? Enfin, sur quoi ça joue, sur quoi ça influe, quoi? Bon, y a plein de choses évidemment. Tu as la partie équilibre qui est genre un peu comme la diversification en finance. Moins ton bonheur est dépendant d'un truc, mieux c'est quoi, parce que tu souffres moins quand un des trucs va mal. Et donc c'est cool d'avoir le sport en plus du taf. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, ça va paraître tout con, mais c'est la force mentale. C'est pour ça que je respecte beaucoup les sportifs. Mais je fais beaucoup de MMA. Ouais. Et j'ai toujours eu l'impression, je pensais pendant longtemps que j'étais un mec qui était solide mentalement, tu vois. Et après, tu te mets en sparring contre quelqu'un qui est bon. C'est là que tu vois. Tu te fais casser la gueule et tu te rends compte que tu as envie d'abandonner à peu près 10 fois en 3 minutes, quoi. Et là, tu te rends compte qu'en fait, c'est un muscle, ça s'entraîne la force mentale. Et si tu n'as jamais entraîné ta force mentale, bah, t'es claqué, t'es nul. Enfin, genre, c'est tout, c'est comme ça. Ok. Et bon, tu vois, là, j'ai un peu le nez, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais j'ai un peu le nez abîmé là, parce que l'histoire, elle est marrante, parce que j'ai changé de club de MMA il y a pas longtemps. Et donc, tu commences toujours par une séance d'essai dans un club de MMA. Donc là, j'avais le planning et je m'inscris le samedi. Et je veux y aller le lendemain direct. Donc, je m'inscris le vendredi et je vais y aller le lendemain qui est le samedi. Okay. Et donc, je prends la première séance sans regarder ce que c'est. Et je me pointe au club, et en fait je découvre au club que c'était la séance sparring pro. Tu vois. Donc en fait c'est les combattants qui combattent en compète qui s'entraînent. Donc j'arrive, le prof il me fait par contre je crois que tu t'es trompé de cours. Donc je fais bon écoute putain je suis venu, j'ai fait 20 minutes de vélo. Je vais regarder un petit peu comment ils combattent. Et d'extérieur c'est pas forcément évident de se rendre compte que des gens sont excellents. Et à la fin au bout de 15 minutes tu vois, il me voit en train de patienter sur mon canapé, il me fait vas-y allez viens t'entraîner. Et là du coup je m'échauffe, je mets les gants, etc. Et je me fais casser la gueule pendant 4 rounds de 5 minutes. Vraiment, tu vois, mais fort. Genre lutte, par terre, tu peux rien faire. Et ils allaient doucement en plus, tu vois. Donc, et là, t'avais envie d'abandonner, là, tu te dis... Ouais, en fait, t'as envie d'abandonner parce que ça... Tu te demandes pourquoi tu fais ça. C'est comme en entrepreneuriat, quand t'as une période dure. Un peu. Tu sens que tu peux pas forcément... Les périodes dures, mentalement, c'est quand tu questionnes le pourquoi t'es dedans, tu vois. Parfois tu sais que tu es en train de courir, tu fais mais pourquoi je cours? Je me fais mal. Si t'es pas solide sur ton objectif ou pourquoi tu fais ça, c'est là où tu lâches. Et on a eu des difficultés financières aussi avec Kodak là, au début de l'année. Et là tu t'es posé cette question. Et ça t'invite à te poser les bonnes questions de pourquoi je fais ce truc? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce truc? Donc soit t'en ressors, t'abandonnes, ce qui peut aussi être une très bonne décision, soit tu continues. Et donc c'est en ce sens-là que le sport, moi j'aime bien. C'est parce que ça me permet en fait de m'éclater et quand même développer des petits avantages aussi pour la boîte. Et tu parlais justement de Kodak, ça fait un moment que vous avez atteint les 10 millions, parce que tu as une série qui est sur YouTube qui s'appelle Road to 10 Million. Ouais, j'ai pas atteint 10 millions par contre encore. Et vous avez, ah oui non, le million pardon, c'était Road to 1 million. 1 million et ensuite Road et là c'est Road to 10 million, Et justement, pourquoi? Tu vois, c'est quoi toi ton pourquoi? Tu parlais justement de se poser les bonnes questions. Toi c'est quoi ta vision long terme quoi? J'ai toujours trop de mal à répondre. J'ai une vision long terme pour Kodak, où j'ai envie de montrer plutôt que ta vision long terme pour toi en tant qu'entrepreneur, tu vois, qu'est-ce que tu as envie de réaliser quoi? J'ai pas une grande mission de je veux sauver ou je veux changer tel ou tel secteur. C'est-à-dire c'est un peu la différence avec les start-upers. Je n'ai pas dû vendre à des investisseurs, des trucs comme ça. Mais je sais que je le fais pour la liberté. Et que, enfin, je le sais d'expérience, je ne l'ai pas décrété sur un papier, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des trucs qui sont venus un peu remettre ma liberté en question, j'ai eu ce réflexe de comme ça. Il n'y a pas longtemps, on a eu des propositions de rachat de la boîte pour des grosses sommes, tu vois, des trucs, ça te change ta vie. Et ça m'a même pas effleuré l'esprit en fait de les accepter. Alors que je pensais vraiment, tu sais, que je me disais le jour où je reçois une offre, je vais hésiter, etc. C'est peut-être que le chèque n'était pas assez haut, tu vois. Mais en fait, tu vois, genre, parce que le mec que j'avais en face de moi, j'avais l'impression qu'il allait me foutre un boulet au pied. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais pas ça pour la thune, mais pour la liberté. Et que je continuerai tant que ça me donne de la liberté. Que j'arrêterai de tes mouvements, pas avoir à référer à quelqu'un, etc. Bah, c'est même pas ça. Quand tu vends, tu dois rester dans la boîte, tu dois obéir, etc. Ouais, mais je vois pas forcément la liberté comme faire ce que tu veux, tu vois. Je vois juste ça comme choisir tes propres boulets. Et j'avais l'impression que j'allais avoir un mec à un moment qui allait pouvoir m'imposer des boulets. On a fait une vidéo comme ça avec Cédric justement où on dit que la liberté c'est choisir ses contraintes. Et au final, tant que t'es aligné avec,
es heureux, quoi. Toute l'émission, elle est vraiment portée sur la performance, sur le mindset, sur la routine. Tout à l'heure, on parlait d'Atomic Habits, que tu relis pour la 4e fois, c'est ça? Et il y a une anecdote que j'ai kiffée dans le bouquin. C'est sur, je crois qu'il s'appelle Brails. Dave Brailsford. Ouais. Brailsford, le mec de la Sky. Qui a optimisé justement pour l'équipe des cyclistes, c'est ça. Toi, parce que tu m'as répondu comme si tu n'étais pas justement processé, mais tu l'es quand même un minimum, voire un maximum. Qu'est-ce que tu optimises comme ça au quotidien chez toi pour arriver à ton objectif long terme, justement? Alors ça, c'est une vraie question, parce que je trouve qu'il y a une différence entre les process et les habitudes. Ok. Process, c'est un système opératoire que tu vas répéter de la même façon à chaque fois. Qui va se déclencher dans une certaine... Attends, en fait, je suis en train de réfléchir. Ouais. Je vais refaire la réponse, parce que c'est la même chose. Okay. En fait, c'est exactement la même chose. Donc... Parce qu'en fait, ouais, toi, process, t'as l'impression que ça te fait chier, c'est plutôt le mot, c'est chiant, process, c'est un truc de grosse boîte, etc. Alors qu'habitude, en fait, ça a du sens, parce que les habitudes, moi, ça a vraiment été un bouquin qui a changé ma vie, tu vois, Atomic Habits. Parce que je vois ça pas juste comme une façon de développer de nouvelles habitudes, ou je sais pas, pour devenir mince ou quoi que ce soit. Ouais. Mais comme une façon de créer du changement de façon un peu mathématique. Okay. Et c'est facile, de façon sans effort en fait. Il n'y a pas de souffrance. Et moi je suis un énorme flemmard, je déteste me forcer à faire des trucs. Donc ce truc là je kiffe. Et le truc qui est génial, le bon exemple avec le mec qui s'appelle Dave Brailsford, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est que lui par exemple il disait que pour pimper son équipe de cyclisme, il s'est pas dit je vais aller recruter les meilleurs des meilleurs, etc. C'est-à-dire je vais prendre tous les mini-facteurs que les autres optimisent pas et je vais les rendre 1% meilleurs tous. Et à la fin, je pense que ça va me rendre meilleur. Et en fait le truc qui est très dur là-dedans, c'est que ça marche mathématiquement, mais pendant que tu le fais, tout le monde te prend pour un con. Tu te dis, écoute, le mec il faisait quoi? Il disait, il a repeint les murs de la caravane en blanc pour voir la saleté. Pour avoir, je sais pas, 1% de moins de maladies de ces cyclistes. Il a changé les huiles de massage, les huiles de massage, les coussins, les têtes d'oreiller. Des micro-éléments comme ça qui font en fait une grande différence. C'est ça, du coup j'essaie de voir le truc vraiment en micro. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux changer? Tous les changements que je veux mettre en place, c'est les habitudes. Par exemple, ok, tu veux signer des plus gros clients. Tu changes quoi dans ton truc au quotidien? Qu'est-ce que je peux changer dans ma journée qui va faire que j'ai plus de chance sur le long terme d'en avoir? Plutôt que de me faire un plan signé 10 boîte du CAC 40 d'ici 6 mois. Et donc du coup sur les habitudes, tu vois, moi j'ai un tableau qui est affiché dans mon salon. C'est peut-être le truc le plus processisé que je fasse. Dans lequel je fais des cycles de 4 semaines où j'essaie de mettre en place 4 habitudes. Et j'applique tous les points du framework de James Clear là. Ah ouais. Tu sais, le truc c'est rend ça facile. Donc tu dois aussi le stacker avec une autre habitude. T'as beaucoup de choses, c'est un framework en 4 parties. Et où il explique que c'est Cue, Craving, Response, Reward. Et qui est trop stylé parce qu'en fait ça marche de ouf. Et donc toutes les 4 semaines, je coche des cases pour voir si j'ai réussi à suivre les habitudes. J'arrive jamais à tout faire. Mais ça fait que sur le long terme, ça fait des grosses différences. Ah ouais. Et c'est 4 nouvelles habitudes à chaque fois? Ouais, j'aime bien faire 4 d'un coup parce que j'essaie de faire une à chaque fois, mais fait chier, tu vois. Faut quand même un peu aller dans le sens de tes biais naturels qui sont moi d'essayer de faire plein de trucs en même temps. D'accord. Parfois il y en a t'arrives pas, il y en a plein j'arrive pas. Et je recommence, c'est genre la méditation, le journal, je sais pas combien de fois je les ai foutus dans les tableaux. Et ça marche vraiment. Et est-ce que là, nous on est une agence, très clairement. C'est quoi les conseils que tu nous donnerais? Parce que j'ai vu que tu avais ouvert un club. D'ailleurs, je suis vraiment intéressé pour rentrer dedans. Club pour les agences, justement, sur des conseils sur comment optimiser l'agence. Et je trouve que c'est une discussion hyper saine. Tu vois, avant, on parlait de start-up, de levée de fonds, etc. Et là, tout à l'heure, on parlait de boîtes bootstrappées. On parle de boîtes qui font du CA. Ouais. Et je crois dans une interview, tu parles d'un gars qui a une agence avec un EBITDA, c'est ça, EBITDA de ouf, etc. Et en fait, je trouve ça passionnant, tu vois, comme discussion, en fait, parce qu'on parle de renta pure. C'est quoi peut-être les trois leviers que tu conseillerais à une agence comme nous qui débute? Ok. Je dirais que le premier truc, c'est que faire une agence, que tu aies 1 mois ou 2 mois d'existence ou 10 ans, toujours la même chose, c'est vendre. Faut pas l'oublier. À chaque fois que tu vas l'oublier, ta boîte elle va se péter la gueule. C'est bon pour les lancements de produits, etc. Si tu sais pas le vendre, tu lances pas ton produit, etc. Ouais. Donc tu pars toujours de la vente, si tu arrives à le vendre à quelqu'un. Ensuite, c'est que le bouche à oreille est le multiplicateur qui transforme une boîte moyenne en une boîte incroyable. Donc le bouche à oreille vient d'un seul truc, c'est satisfaire tes clients. Donc en fait, celui qui gagne dans les agences, c'est celui qui satisfait mieux le client. Ouais. Et ensuite, vendre des agences, c'est pas vendre un produit, c'est vendre des cerveaux. Donc en fait, les meilleures agences, c'est celles qui recrutent le mieux.
Et j'ai mis du temps à le comprendre. Ok. Et même sur le recrutement, on arrive à la fin mais sur le recrutement, tu as aussi une théorie sur comment tu recrutes, les talents, c'est des talents différents. Je crois que j'ai entendu ça aussi. Ouais, on essaie pas mal de... Des talents qui ne sont pas forcément sur le marché, en fait. Qui sont pas... sous-côté. T'as vu le film Moneyball ou pas? Je sais plus comment il s'appelle, le stratège. Le stratège, ouais, incroyable. Et bah, le stratège, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des talents qui ont des meilleures stats que ce que leur prix marché indique. C'est-à-dire qu'ils sont en fait pas chers par rapport à ce qu'ils apportent comme performance. Et moi, j'essaie exactement de faire ça. Okay. Du coup, je paye des talents qui sont souvent jeunes, en fait. Tu arrives souvent au même type de personnes. C'est les gens jeunes, autodidactes, qui ont un peu essayé d'entreprendre, qui ont la dalle. Et ces gens-là, en fait, ils coûtent moins cher que ce que te coûterait un senior ou un truc comme ça. Et tu peux construire une boîte de bâtard avec. C'est juste que tu as une plus grosse variance. C'est-à-dire que ça fail beaucoup plus souvent, c'est comme de la start-up. D'accord. Tu en as plein qui ça se passe mal, il faut accepter que ça fait partie du jeu. Et pour en avoir un génial, tu dois en foirer un 2 ou 3. C'est un peu la vision des VC à l'envers. C'est du VC des gens. Bah, super, Simer. On va clôturer sur ça.